Bienvenue dans ce premier numéro des rencontres désinspirantes de Disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Goritin. Pour commencer cette saison, je trouvais tout indiqué de prendre un peu de hauteur. Je savais que discuter de technocritique, de solutionnisme technologique, de prophète technologiste et de démocratie avec Irénée Regnault permettrait d'introduire les thèmes discutés dans les prochains épisodes, et je n'ai pas été déçu. Irénée est l'instigateur et auteur du blog Méouvalweb, lu religieusement par plusieurs des prochains invités de cette saison. Il est aussi membre de l'association du Mouton Numérique. Dans un article récent, que je vous invite à lire, le lien est dans les notes de cet épisode, Irénée exposait les problématiques du discours technocritique en défendant l'importance d'être ludite. Un bon point de départ pour notre discussion. Bonne désinspiration. Oui, c'est intéressant. En fait, l'article auquel tu fais référence, je l'ai écrit, je crois, en octobre. J'ai repris un texte que j'ai augmenté, commenté de Brett Fishman, je crois. C'est quelqu'un qui fait des tribunes. Là, c'était sur Scientific American. Et en fait, l'article s'intitulait N'ayez pas peur d'être ludite. Les ludites, c'est ces ouvriers qui, pendant la révolution industrielle, cassaient les machines parce qu'ils voyaient bien que ça supprimait leurs emplois. Aujourd'hui, le terme ludite, il fait aussi référence à toute une frange de gens qui, finalement, ont un regard critique sur la techno, pour des tas de raisons, en fait. Et c'est vrai que dès qu'on a ce regard-là critique sur la technologie, on peut très vite se faire taxer de anti-techno, quoi. Ah, mais t'aimes pas ça, c'est pas bien, donc t'es contre le progrès, donc etc. Bon, on se rend compte que dans l'affaire, en fait, on discute de termes qu'on définit jamais. On définit jamais ce que c'est que la technologie. On définit jamais ce que c'est que le progrès. Et c'est des termes qui sont, si tu veux mettre le doigt dans ces engrenages-là, qui sont réellement complexes. Donc oui, ce que je dis dans cet article, c'est que évidemment, il faut s'autoriser un regard critique sur la technique. Alors je dis technique parce que techniquement, avant de parler de technologie, on parlait de technique. Technologie, c'est un terme qui apparaît au XVIIe siècle, qui d'ailleurs à la base est une science politique, pour te dire. Puis c'est devenu un peu un terme fourre-tout où on met à la fois des systèmes, des réseaux, des objets, enfin bref, toutes sortes de choses totalement différentes. Donc oui, c'est nécessaire de poser un regard sur la technique, tout simplement parce qu'elle a des effets et que ces effets vont au-delà de ce qu'on prévoit. Donc on fait des objets technologiques pour optimiser des choses, pour rendre d'autres choses plus performantes, pour aller plus vite, ce qui peut se révéler dans certains cas hyper utile. Dans l'absolu, personne n'est contre les progrès dans la médecine ou dans la compréhension de comment fonctionne le monde. Mais c'est ces deux éléments-là, ou encore le handicap, tu vois, enfin des sujets relatifs à la santé, à la situation des individus. Mais souvent, on prend ces sujets-là et avec ces sujets-là, on prend un peu en otage la conversation. Et en fait, la technologie, ça diffuse dans bien plus d'aspects que la santé et la connaissance du monde et la science. Ça se diffuse partout, dans la rue, dans la façon dont on vit, dans les relations qu'on a, dans notre relation à l'économie, à la nature, etc. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je m'autorise, mais comme beaucoup de gens, je pense aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins de naïveté qu'il y a 5 ou 10 ans, à avoir ce regard critique sur la technologie, non pas dans le but de dire faut arrêter, ce qui peut être un parti pris, plutôt dans le but de dire faut lui donner des directions qui soient plus sociales, plus démocratiques, etc. Et est-ce que ça t'est arrivé, toi, qu'on t'oppose cet argument d'autorité ou dans une conversation ou dans un débat ou peut-être dans une discussion en ligne, on dirait « Oh non, mais de toute façon, t'es anti-techno, c'est bon, ça sert à rien, laisse tomber, on n'a pas besoin de discuter avec toi ». Ça a pu m'arriver. Après, je pense que j'ai un argumentaire qui est assez construit pour montrer que, de toute façon, ce genre de réponse ne mène nulle part, quoi. Quelqu'un qui me dit ça, je lui dis, écoute, on peut discuter réellement du sujet, mais très vite, ça va, en fait, le dogmatisme de cette remarque s'enferme dans lui-même, quoi. Mais oui, ça m'arrive. Par exemple, tu peux dire, la voiture autonome, c'est pas si évident, puis t'as quelqu'un qui va te répondre, oui, mais si on le fait pas, les Chinois vont le faire, donc on va être en retard. Et en fait, à mon soi-disant refus de la technique, qui est en fait pas un refus, qui est juste une réflexion sur la technique, il oppose un autre dogme qui est celui justement d'une certaine définition du progrès, qui est faut y aller, sinon on va y aller avant nous et on va tous mourir. Donc en fait les gens qui te cornerisent en tant que technocritique, enfin en tout cas des gens comme moi, sont souvent eux-mêmes enfermés dans des dogmes qui fait que c'est en fait difficile de discuter avec eux, alors que c'est pas difficile de discuter avec moi, a priori.
Ouais, et notamment dans toute cette Startup Nation, dont un des médias les plus réputés s'appelle Madines, que tu dois connaître, un site d'actu. J'ai relevé un article, je crois qu'on en avait discuté un petit peu d'ailleurs. Je mets l'article dans les notes de l'épisode, un article qui était basé sur un sondage qui était censé étudier le rapport des Français aux technologies, et dont le titre évoquait des Français réfractaires à l'innovation. On sait bien que le Gaulois est réfractaire au changement, pour reprendre les paroles de notre président. Et plutôt que mal percevoir l'innovation, comme l'écrivait Madines, le sondage montrait plutôt des Français qui réfléchissent plus aux technologies et à leurs implications que le voudrait peut-être l'économie, la Startup Nation et les gens dont tu parlais qui opposent les arguments d'autorité. Et si on fait pas de robots tueurs, les Chinois en feront, donc on sera mort. En fait, les Français sont des ludites qui s'ignorent, non ? C'est assez encourageant comme étude, au final. Peut-être que c'est encourageant, effectivement. Peut-être que c'est pas vraiment mis au service de l'économie telle qu'on la pense aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'aime pas trop avoir des gens qui critiquent. On préfère avoir des gens qui construisent, sans comprendre qu'en fait les deux sont liés. Qu'on soit de gauche, de droite, pour faire quelque chose de nouveau, il faut souvent critiquer le passé ou améliorer une situation qui préexistait. Après, oui, cet article de Madines, je me rappelle. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on mélange tous les termes. On met technologie égale innovation, mais c'est pas du tout la même chose. La technologie, c'est pour dire un gros mot, c'est un peu un fait anthropologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu en nous. On fabrique des objets au début pour ne pas avoir froid, pour faire du feu, et puis après pour éventuellement aller plus vite, conquérir le monde. Et puis là, on commence à tomber avec la technologie dans quelque chose qui est plus justement en rapport avec la puissance, avec conquérir le monde. Et c'est là qu'apparaît justement avec l'économie libérale la question, pas tout de suite de l'innovation, mais justement de toujours faire plus avec ce que la Terre peut nous prendre. Et en fait, tu regardes bien le mot d'innovation, il n'existait pas il y a 40 ans, quoi. C'est un mot qui s'est immiscé subrepticement, peu à peu, dans les rapports de l'Union européenne, etc., et qui est justement devenu un dogme, en fait. C'est-à-dire qu'il faut innover. Et en fait, on dit pas vraiment qu'est-ce qu'innover, pourquoi faut innover, dans quelle mesure faut innover. Aujourd'hui, on innove pour être compétitif sur des marchés. On n'innove pas pour être, pour améliorer notre relation à la nature. Ça pourrait être une forme d'innovation aussi. Et puis en plus, dans l'innovation, il y a plein de choses maintenant. Tu as l'innovation publique, sociale, éducative, etc. Donc déjà, ça c'est une chose. Faut détailler les termes. Ensuite, sur le côté, est-ce que les Français sont réfractaires ? Peut-être qu'il y a dans le peuple de France une forme de politique réactionnaire qui fait qu'on est vigilant vis-à-vis des changements. Je sais pas, c'est possible. Moi, je pense effectivement que c'est plutôt rassurant, surtout aujourd'hui, dans la mesure où on prend pas pour acquises des choses qui arrivent comme ça, des innovations, et on questionne leurs effets sur la société. Donc dans cette mesure-là, oui, c'est plutôt rassurant que les gens soient critiques, c'est sûr. Plutôt. Dans tous les domaines, il y a pas mal de conférences avec beaucoup d'évangélistes qui viennent prêcher la bonne parole, comme tu disais tout à l'heure, où on se pose ce que je trouve assez dingue à chaque fois. Moi, j'en ai fait pas mal dans des secteurs différents. On dit toujours comment telle technologie va changer votre métier. On se demande rarement sur est-ce que la technologie va changer le métier en question. C'est toujours comment. Et alors là, par contre, se poser la question de est-ce qu'il faut que la technologie change le métier, parce que tu disais tout à l'heure, optimiser à tout va, ça vaut pas forcément le coup. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont autant écoutés, et qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi, je suis pas sûr qu'ils soient tellement écoutés, en fait. Je pense que dans les sphères qui nous concernent, les évangélistes digitaux, les prophètes un peu du changement s'écoutent entre eux, intéressent beaucoup de gens qui sont un peu béats devant l'innovation, mais aussi par manque de culture de ce que c'est que l'innovation, de ce que c'est que la technologie, paradoxalement, alors que c'est eux qui a priori en sont les instigateurs. Et effectivement, comme tu dis, ils parlent toujours au futur. C'est du futur simple, la technologie va, la technologie va, la technologie va. En fait, c'est marrant parce que dans ces discours, tu as une espèce d'assimilation de la technologie à une sorte d'évolution, un petit peu comme l'évolution darwinienne en fait. Tu aurais en gros
un idéal à atteindre qui serait l'instantanéité, la rapidité, l'ubiquité, etc. Et puis une voie pour atteindre ces idéaux. Donc un futur inexorable qui serait quasiment inscrit dans les gènes de la technologie en fait. Donc aujourd'hui ils ont du succès ces gens-là, donc à tempérer, hein, comme je disais, plutôt sur les gens qui les concernent déjà, parce qu'il y a une fascination pour la technologie. Mais moi le premier, c'est fascinant tout simplement, c'est extraordinaire. Ça va plus vite, ça va plus loin, ça va plus fort. Et puis parce que on est déterminé par tout un tas de trucs. On a envie que tout soit plus facile. On est dans une société qui est baignée justement par tous ces discours-là. Donc et puis après ils ont des moyens. Enfin, c'est pas négligeable, mais le dernier élément important, c'est que il y a beaucoup d'argent derrière ces gens-là. Mais si tu regardes bien, t'as aussi beaucoup de discours qui vont à l'encontre de ces discours-là, qui eux-mêmes ont du succès. Et quelque part, c'est rigolo parce que tu vois les mouvements sociaux dans la rue, puis même dans la Silicon Valley, hein, ça fait pas 3 jours que les gens balancent des caillasses sur les Google Bus. C'est parce qu'on voit bien que ça fait monter les loyers, que ça change la vie de certaines populations qu'on n'écoute pas, que si j'exagérais complètement, je dirais que c'est pas pour rien non plus qu'il y a des gilets jaunes dans la rue. Je fais pas de lien direct, mais le monde change très très vite et il change pas très très vite pour... tout le monde n'en est pas bénéficiaire au même titre de ce progrès. Et là-dessus, je peux partager certaines vues avec d'autres gens qui sont aussi des prophètes et des évangélistes. Mais on peut pas dire que le progrès va pas bénéficier à tout le monde et en même temps parler au futur simple. En fait, je pense qu'il y a un paradoxe fondamentalement. C'est que dès lors que tu considères qu'il y a une évolution de la technologie qui va dans un sens, que c'est inexorable, et que ensuite tu dis que attention, ça va pas profiter à tout le monde, moi, il y a un truc qui m'arrive en pleine face qui s'appelle la démocratie, et je me demande, mais en fait, qui fait les techniques, qui les finance, dans quel but, quelles sont, encore pour dire un gros mot, les conditions de production de la technologie, c'est-à-dire l'environnement socio-économique à l'intérieur duquel elle émerge. Parce qu'il faut voir que la technologie, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui va dans un sens. Ça suit des logiques qui sont des logiques culturelles. Alors ça suit aussi une forme d'évolution interne. Ça a été décrit par des gens comme Gilbert Simondon, qui est un philosophe, ou des ethnologues comme Leroi-Gourhan. Il t'explique qu'il y a une logique interne dans l'évolution des objets. Donc je vais un peu loin, je sais, mais on a besoin d'en arriver là. Donc en gros, il y aurait, une forme de naturalité dans l'évolution de la technologie. Ça irait nécessairement dans une certaine direction. Mais pour autant, il y a plein de façons de la faire dévier. Donc t'es pas du tout obligé de dire que demain sera un monde plus rapide, plus robotisé, plus mécanique, avec plus d'algorithmes. T'es pas obligé de dire ça en fait. C'est pas fondamentalement vrai. C'est aussi le fruit d'un choix. Alors certes, c'est un choix qui est déjà bien lancé parce qu'il est largement financé. Il y a beaucoup d'inertie. Hein, quand tu mets des milliards dans l'automatisation de plein de trucs, inexorablement ils vont s'automatiser. Mais il y a quand même une marge de manœuvre. Il y a des moyens, il y a des procédures sociales pour refuser, pour améliorer certains de ces procédés. Donc moi, si tu veux, c'est un petit peu ça mon champ d'étude et mon combat. C'est pas d'être fondamentalement contre la technologie, mais c'est d'être techno-critique, c'est-à-dire critique de la technologie en tant que fait social, et de dire que comme tout objet technique ou tout objet social, tu peux le modifier. Exemple, tu vois, si je fais un parallèle, une analogie toute bête, si quelqu'un te disait le droit du travail dans 10 ans ressemblera à ça. Mais tout le monde te montrait au créneau, mais attendez, comment vous pouvez dire ça? C'est pas possible. C'est un choix politique. On peut pas dire que le droit du travail ressemblera à ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec la technologie. On dit dans 10 ans, la technologie ressemblera à ça. Et c'est quand même très bizarre, tu vois, d'en arriver à éviter toute question politique sur un sujet qui est fondamentalement politique. Ouais, et puis ça se transforme en prophétie autoréalisatrice aussi, avec ces gens qui ont des moyens derrière, qui se disent évangélistes. C'est beaucoup plus facile que le futur advienne quand tu le prédis et qu'en même temps tu as les moyens de l'influencer et de le financer. Oui, après, pour autant, ces gens-là prédisent un futur qu'ils ont dans leur tête. Et comme ils envisagent pas forcément les bouleversements sociaux qui vont avoir lieu en parallèle, ils comprennent pas que ça va créer vraiment beaucoup de friction. Et que plutôt que de le décrire en tant que tel, il devrait, à mon avis, un petit peu plus réfléchir au présent et à comment on produit le changement, en fait. Mais bon, oui, c'est des prophéties autoréalisatrices, évidemment.
évidemment. Tu parlais des gilets jaunes tout à l'heure, ça tombe bien, je voulais t'en parler un petit peu. On a vu pas mal de champions du solutionnisme technologique, cette façon de voir les technologies que tu décrivais, déjà comme un horizon vers lequel on va inexorablement, et puis une solution à tous les maux de nos sociétés. On les a vus, ceux-là, venir au secours des manifestants avec des solutions finalement, sur le long terme, anti-écologique et antisocial, qui ferait a priori qu'empirer les problèmes. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence-là, quand on a vu tous ces technologistes et évangélistes sur les plateaux de télé notamment? Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont pris la tête du cortège pour se donner des airs sociaux. Déjà, je trouve ça un petit peu pitoyable. Moi, je pose pas de jugement direct sur les gilets jaunes. Enfin, j'ai un peu de mal. Je pense que le mouvement est assez naturel, mais après, il est super intéressant parce qu'il est paradoxal en fait. Tu as des gens, en fait, si tu veux, à la base, les gilets jaunes, ça vient du fait qu'on a interdit aux véhicules de rouler à plus de 80 km/h sur certaines routes, et puis qu'on ait imposé, enfin qu'on ait augmenté le prix du carburant en gros quoi. Et en fait là, on s'est rendu compte que ce qu'on attaquait, c'est ce que quelqu'un comme André Gorz, qui est un grand penseur du progrès, avait écrit il y a 30 ans, c'est la civilisation de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, on a enfermé des gens dans une certaine façon de structurer la ville, l'espace, l'accès au travail, aux courses. On les a enfermés en fait dans une infrastructure technique qui est celle de la voiture, donc de la route, de la voiture, etc., qui est en fait une infrastructure sociale. Et cette infrastructure, elle nous retombe dessus aujourd'hui. Mais c'est un petit peu, tu vois, tu prendrais quelque part, d'un point de vue purement technique, hein, tu prendrais les banlieues et l'explosion récurrente, fréquente des banlieues, c'est aussi dû au fait qu'on a construit des bars, des tours en dehors des villes. Ça aussi, quelque part, c'est une technique urbaine. Donc, comme une technologie, si tu veux, faut comprendre que les technologies du web, du numérique aujourd'hui, elles structurent la vie autant que la voiture ou les tours ont pu structurer l'espace physique. Et donc que tu te les prennes dans la tête après, c'est normal, pour des tas de raisons qu'on connaît aujourd'hui, et que des gens, effectivement, reprennent la tête du cortège. Je pense que tu penses tout particulièrement à Laurent Alexandre, puisque c'est cette séquence-là que j'avais vue. Par exemple, je pense que c'est effectivement assez dangereux, parce que du coup, ils arrivent avec des discours frais, neufs, devant des gens qui, pour le coup, qui n'avaient pas forcément envisagé la question technique, et ils arrivent avec un discours qui est finalement qui est très libéral, dans le sens où la France n'a pas fait les bons choix, donc il faut investir dans plus de technologie, plus d'automatisation pour relever le défi de la grande course à l'échalote de la compétition mondiale. En gros, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, voilà, on a fermé toutes nos industries, donc il n'y a plus d'emplois, et donc aujourd'hui, il faut fabriquer des robots à la place des Chinois. Et c'est marrant parce que d'un point de vue social, ça peut s'entendre dans plein de couches de la population. Quand t'as pas ton boulot, quand tu vois que les usines ferment, évidemment, il faut que tu bouffes, quoi, faut que tu bosses. Mais si tu veux, c'est un peu guérir le mal par le mal. Et tu peux pas non plus arriver à revers avec un discours totalement critique, écologiste, parce qu'ils vont te répondre, ces gilets jaunes, vous parlez de la fin du monde, nous, on parle de la fin du mois. Et ils ont raison aussi. Tu vois? Mais là où c'est intéressant, c'est que, en même temps, dans les gilets jaunes, t'as peut-être une adhésion à certains de ces discours technologistes, mais tu as aussi des revendications en termes de voix citoyenne et de référendums d'initiative citoyenne. Donc tu as aussi une demande de démocratie. Et on va peut-être se rendre compte en fait que cette demande de démocratie, elle doit aussi concerner des infrastructures techniques, des choix justement qui concernent pourquoi pas la voiture, et qui devront arbitrer entre l'écologie et la technologie. Là, il faudra arbitrer. Donc tout ça est hyper complexe, pour le dire sincèrement. Tous ces évangélistes ne cherchent qu'une seule chose dans toutes ces conférences, à chaque fois, c'est la solution. Il leur faut des solutions. Ça permet aussi d'éviter de parler des problèmes, comme ça, c'est assez pratique. Mais il faut des solutions à pouvoir utiliser tout de suite. C'est un peu le problème aussi de la technocritique, et moi je le vois bien souvent, c'est vrai, tu critiques, mais alors on fait quoi à la place ? J'imagine que t'as pas de solution toute prête pour essayer d'améliorer les choses, mais est-ce que des pistes en tout cas de ce qui peut se faire, est-ce que t'as des choses? Moi je pense par exemple à tout ce qui s'est passé avec les scandales de Facebook en fin d'année. Il y a un débat assez intéressant aux États-Unis sur est-ce que les actions, et c'est pareil avec l'écologie, est-ce que les actions individuelles sont intéressantes et est-ce qu'elles peuvent être suffisantes? Par exemple, est-ce que si assez d'Américains décident de supprimer leur compte Facebook, Facebook soit va devenir plus vertueux, soit va carrément tomber.
Ou alors est-ce qu'il y a des pistes plutôt pour s'attaquer directement au système? C'est des discussions qui existent. Là on part loin, mais est-ce que tu as au moins quelques pistes de réflexion déjà? Alors, il y a quand même des solutions, hein. Quand tu dis que les évangélistes parlent de solutions, c'est effectivement, enfin, dès que quelqu'un te parle de solutions, déjà, il faut demander quel est le problème, en fait. Et dans le solutionnisme, justement, t'as ce truc de prendre un problème, le transformer en question technique et le résoudre par la technologie, tout simplement. Et c'est vrai que, en fait, on attend des gens qui critiquent, qu'ils utilisent les mêmes procédés que ceux qui font l'objet de la critique. Je m'explique. Moi, je vais dire, telle entreprise solutionniste qui te dit je vais mesurer ton diabète tous les jours ou t'inciter à courir pour que tu te sentes en mauvaise santé alors qu'on met des McDo partout dans la rue et que tu travailles trop, est solutionniste parce qu'elle s'attaque en fait, elle remet la solution sur l'individu sans attaquer la structure, c'est-à-dire comment est structurée la vie en fait, tout simplement. Comment est structuré l'espace public, comment les gens sont éduqués, d'où ils viennent, pourquoi ils y restent, etc. Et en fait, ces gens te disent bah oui mais vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais en fait, ils sont toujours dans le même régime de pensée. Ils s'attendent à ce que tu montes une start-up, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, moi, ce que je soulève, mais comme plein de gens, c'est que si des problèmes qui ont des solutions techniques abusives sont critiqués, c'est justement parce qu'ils ont des solutions techniques abusives et parce que c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Et que il y a plein d'autres solutions qui sont pas de l'ordre de la technologie, en fait, hein, tout simplement, qui sont de l'ordre de la régulation, qui sont de l'ordre donc de la loi, des procédures publiques, qui sont de l'ordre de la démocratie, qui, enfin, tu vois, et pourquoi pas de l'entrepreneuriat social aussi, mais pas que, en fait. Donc les solutions, elles sont complexes. La démocratie, c'est long, c'est complexe. Et c'est vrai que le temps de la démocratie, on le sait, parce qu'on est nous dans une démocratie quinquennale avec plein de problèmes, et il est pas toujours compatible avec le temps de la technologie et le temps de l'économie et des startups. Donc quand t'as compris ça, t'arrêtes de penser qu'on va tout changer tout de suite et t'essayes de penser un petit peu plus de façon un petit peu plus méta. En revanche, il y a des solutions individuelles, faut pas les décrier. Moi je suis d'accord avec ça, mais elles ont leurs limites, c'est tout. C'est comme tout, il faut pas tomber dans le moi je crois pas au mythe du colibri, quoi. Je crois pas que c'est parce qu'on change chaque petite chose de son côté que ça suffira, mais je crois pas non plus qu'il ne faille pas le faire. J'enchaîne un peu les perles, je suis désolé. En tout cas, j'ai l'impression. Mais après, tu sais, en ce qui concerne la technologie à proprement parler, les réseaux, les choix énergétiques qu'on va faire demain, les choix en termes de transport qu'on va faire demain, tu prends, je sais pas, le bus versus l'hyperloop, tu vois bien que le fait d'avoir un réseau de transport public, c'est pas tant une question technologique en fait, c'est un choix politique. Tu peux mettre des bus électriques si tu veux, mais c'est pas tant ça la question. Par contre, l'hyperloop, c'est une solution absolument technologique. Donc t'opposes pas une techno à une autre en fait. T'opposes juste une techno qui peut-être existe déjà, genre comme le vélo. Tu structures l'espace public pour l'utiliser, et donc ton innovation, c'est pas une innovation technologique, c'est une innovation qui va consister à replacer un vieil objet à l'intérieur de quelque chose qui, pour le coup, est nouveau, comme des pistes cyclables. Tu vois, là-dessus, tu vois, on n'est pas sur les mêmes régimes, en fait. C'est ça qui est rigolo. Sur les technologies, moi, ce que j'aime étudier aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle la démocratie technique. Et en fait, c'est justement ce rapprochement des questions technologiques avec les questions démocratiques. Et il se trouve que quand tu feuillettes un peu la doc, la documentation, la sociologie des grands choix technologiques, tu te rends compte qu'en fait ils sont quasiment toujours pris de façon centralisée, top-down, etc. Et que ce soit pour les grands choix en matière de biologique, d'agriculture, prends les OGM, prends le choix de tout nucléaire. Tu vois, ça c'est vraiment des choix qui sont très structurants pour une société. Et c'est vrai que jamais ou très rarement ces choix font l'objet de consultations citoyennes. Et quand je dis consultation, c'est pas forcément un référendum avec êtes-vous pour ou contre. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des réunions locales, c'est quel réseau on va utiliser pour la ville, c'est comment on va utiliser le territoire et mettre les bonnes techniques pour faire notre smart city à nous et pas la smart city sud-coréenne de base dont personne ne veut. Tu vois, c'est ces choix-là. Et en fait, tu peux réinjecter, puis c'est même pas réinjecter parce que la démocratie c'est pas dans une seringue, tu vois, mais tu peux construire des technologies plus démocratiques. Et les grandes limites aujourd'hui, et là j'ai pas la réponse parce que c'est difficile, c'est que aujourd'hui le numérique, typiquement, c'est pas local, c'est complètement international.
c'est pas public, hein, voilà, c'est très peu public, c'est des grandes boîtes privées, c'est pas, enfin c'est partout dans la vie, quoi. Et donc là, ça pose des questions à plus haut niveau qui sont, en ce qui concerne Facebook, à un moment donné, ou Amazon. Enfin, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va finir par péter ce trust, quoi. Tu vois, enfin, il y a pas d'autres questions. Et je sais pas comment ça se fera, mais un jour ça va péter. Enfin, ça durera peut-être 100 ans, cela dit aussi. J'en sais rien. Mais bon, bref, en tout cas, il y a des choses que tu peux faire à titre individuel. Il y a des choses que tu peux faire localement à titre collectif, et ça se voit dans plein d'endroits. Et il y a des choses qu'il faut faire au niveau supranational et qui sont beaucoup plus compliquées. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas vraiment de réponse, sinon on l'aurait déjà tous trouvé, mais qu'est-ce qu'il y a comme piste pour éduquer un plus grand public à ces questions-là? Il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, alors évidemment, à mon avis, ça passe pas par l'ouverture d'ateliers Google dans toutes les grandes villes de France. Mais comment on éduque, parce que on parle beaucoup d'inclusion numérique en ce moment. Les derniers rapports sur lesquels se base Majoubi et compagnie, c'est expliquer que former au numérique, ça veut dire savoir se servir d'un ordinateur pour dématérialiser encore plus vite les démarches administratives et économiser des postes, et que les gens puissent se mettre sur Airbnb et sur Uber ou je sais pas quoi pour arrondir leur fin de mois. Comment on peut lutter contre ça? Et En fait, la question, c'est la bonne question, mais qui est mal posée. Dans le sens où, effectivement, t'as des gens qui sont largués et le monde étant tel qu'il est, moi j'ai les pieds sur terre, hein, le monde se numérise, donc c'est important qu'on puisse participer à la vie citoyenne aussi avec des outils numériques, ne serait-ce que pour payer ses impôts ou pointer à Pôle emploi, parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. Tu vas dans des espaces publics numériques, tu as des gens, des familles isolées, des personnes qui parlent mal le français, qui savent pas faire ça, c'est catastrophique. Mais si tu prends le sujet, le problème sous l'angle de l'éducation, en fait, le risque c'est de dire ces gens-là ne comprennent pas, donc ils sont pas capables de décider. Et en vient après tout le discours sur faut faire de la pédagogie, faut expliquer aux gens comment ça va se passer, faut expliquer aux gens quel est leur futur, etc. En fait, les gens sont pas idiots. Les gens, si on prenait la peine de les consulter, de les réunir pour leur demander s'ils veulent tel type de numérisation ou pas, ou est-ce qu'ils la veulent, ils sauraient te répondre. Parce que demain, je sais pas, un ouvrier qui est sur une chaîne de montage, tu vas numériser son travail en partie, l'automatiser, ça peut lui apporter des bienfaits, hein, éventuellement, mais aussi des méfaits. Et cette personne, en fait, elle est la plus à même de comprendre ça et de le dire, de dire bah moi, pour moi, ça va changer ça. Et si tu veux, cette démocratie-là, c'est très complexe parce que elle doit se faire à la fois dans l'entreprise, elle doit se faire à la fois dans la vie publique, elle doit se faire à la fois à l'école, et tu vois, et en fait, c'est pas tant éduquer, c'est finalement prendre en compte ce que nous disent les gens, donc faire de la vraie démocratie, leur demander leur avis, en fait. Tu vois, t'as plein de gens qui t'auraient dit, bah moi, je sais pas, pour le service public, je considère que dans telle ou telle procédure, faut mieux qu'il y ait encore un bureau avec une personne physique. Et on voit ce que ça donne aux États-Unis dans l'attribution des allocations dans certains États. Et bah, comme on enlève des gens et qu'on met des robots, bah les robots étant un peu bébêtes, bah ils oublient l'empathie, ils oublient les exceptions, ils tiennent pas compte des particularités, donc ils peuvent sucrer les allocations à quelqu'un qui arrive en retard parce qu'il n'y a pas de bus, quoi, en gros. Tu vois. Donc à un moment donné, ces outils-là sont faits en dehors de toute considération sociale. Tu vois, et alors qu'on aurait peut-être même pu les faire mieux ou ne pas les faire. Voilà. Donc c'est pas tant éduquer, c'est consulter et donner aux gens le pouvoir, en fait, un petit peu plus de pouvoir de décider de comment on fait évoluer la technologie. Parce qu'elle évoluera toujours. Hein. Ça, je te le dis parce que encore une fois, dans la technocritique, on nous accuse d'être contre la technologie. Non, il y a toujours eu des inventions. Il y en aura toujours. La question, c'est comment elles se diffusent. Et selon quelle procédure on les fait se diffuser. Est-ce que c'est des procédures descendantes, péremptoires et directives, ou est-ce que c'est des procédures un peu plus sociales? Et ça, c'est la question du siècle. Franchement, à mon avis, c'est la question du siècle. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.